Salut et bienvenue au Uninkables, le podcast Lorcana compétitif québécois qui, cette semaine, on va discuter de beaucoup de choses, incluant les billets pour Toronto. On va parler de deck building. On a eu plusieurs questions en ligne concernant le lexique des cartes, aussi les termes utilisés. On va discuter de ce qu'on joue tous les jours, où est-ce qu'on joue, s'il y en a qui veulent venir jouer avec nous ou jouer contre nous. On va aussi parler des termes de cartes. On va parler des set championships qui commencent la semaine prochaine. Donc, on devrait avoir un peu plus de nouvelles aussi avec les nouveaux magasins qui vont offrir les set championships, les heures. Dan, Jeff, re-bienvenue. Bienvenue, messieurs. Hello, hello. Good. What's Donc, up? commencer tout de suite avec nos questions de la semaine. On a eu, Dan, je sais que tu as regardé ça. On a eu quelques questions. Je vais te laisser aller de l'avant avec ceux-ci. Yes. Première question de Marc-Olivier sur le YouTube du premier épisode. Comment battre bleu-gris en jouant gris-vert discard? Ouais, moi, je joue gris-vert discard souvent. Puis je me pogne souvent contre gris-bleu parce qu'à notre local, il y a une couple de gens qui jouent gris-bleu aussi. Puis avant que Pixelborn meure, rest in peace, j'ai joué beaucoup contre gris-bleu aussi. J'ai une idée dans le match-up. C'est sûr, ça ne marche pas toujours. C'est un match-up qui est défavorisé, là, on va se dire d'avance. Mais par contre, tu as quand même des bonnes chances de gagner. Donc, ce que tu veux faire, c'est que tu veux essayer de mulligan pour Aladdin. Aladdin Floodborn qui détruit les items. C'est sûr que si tu es sur le play versus sur le draw, juste la différence entre la terminologie pour des joueurs un peu moins expérimentés, quand tu es sur le play, ça veut dire que tu es le premier joueur qui joue. Donc, être sur le jeu versus sur le draw, qui est quand tu piges, tu es le deuxième joueur. Donc, vous allez entendre cette terminologie-là souvent. Mais dans le fond, quand tu es sur le play, tu vas essayer de jouer Aladdin, tu vas essayer de briser son fishbone ou ses items comme le popsicle le plus tôt possible. Donc, le fishbone, l'utilité de ça, c'est de le briser sur son tour 3. Bien sûr, il va pouvoir inker une fois, donc prendre un tour d'avance, mais tu vas pouvoir le briser avec l'avantage de ralentir son ramp, qui est son avancement d'encre avant toi. Donc ça brise un peu le jeu pour lui. Moi, un move que j'aime beaucoup faire, c'est d'aller avec la ligne Ursula versus la ligne Bucky. Tu sais, la ligne Bucky, c'est bon, mais ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de mettre la Ursula qui discard une chanson pour enlever son jump ahead. Bien entendu, ça, c'est si tu es sur le play. Donc, ton tour 2, il arrive à son tour 2, tu enlèves son jump ahead. Donc, ça lui rend la vie beaucoup plus difficile de se rendre là. Puis moi, je joue un tech que peut-être pas tout le monde joue, mais que j'ai commencé à avoir du monde jouer aussi, qui s'appelle I Find Them and I Flatten Them. Pour ceux qui l'ont, j'ai la carte ici. Mais en gros, c'est un item qui fait que... une chanson, pardon, qui fait que ça détruit tous les items du jeu. Fait que ça, c'est une chanson que tu peux chanter au tour 4, puis ça détruit vraiment tous les items. C'est un énorme avantage pour toi parce que tu détruis des items que toi, tu joues pas. Fait que moi, je trouve que c'est des bons decks à jouer contre, mais on va pas se cacher, c'est un deck qui est très dur à battre. Tu peux, le GF puis Billy, ils jouent ça, là. Tu peux rien faire pendant comme 8 tours, puis gagner comme 16 lore autour de genre les 3 derniers tours. Fait que ta job à toi, c'est de contrôler le début du jeu pour qu'il rampe le moins possible, donc il fait son avancement d'encre le moins possible, puis que vers la fin, tu le discardes. Donc, c'est très facile de tomber dans le piège de toujours jouer Bucky, puis essayer de faire discard, mais c'est pas un bon game plan, je trouve, contre Gris-Bleu. Je trouve que la meilleure façon, c'est de le ralentir au début, parce qu'une fois qu'il arrive à la fin, il n'y a rien que tu peux faire de toute façon. Il va mettre, admettons, un Tamatoa ou un Bell. Il va utiliser son Lucky Dime pour gagner les lords de toute façon. Donc, moi, ce serait mon conseil si tu joues contre eux. Si tu es sur le draw, c'est un peu plus complexe. Tu dois essayer d'y aller aussi avec Aladdin, parce qu'Aladdin va briser les items. Fait que même s'il y a un tour d'avance sur toi, ben, tu le laisses là pour essayer de counter son Iram. Donc, tu essaies de jouer autour de ça. Puis, bien entendu, sur le play, non, sur le draw, pardon, moi, j'aime mieux y aller avec la ligne Bucky un peu. Puis là, avec Aladdin, parce que veux pas, il va avoir une avance sur toi. Fait que tu n'as pas le choix de jouer Bucky. Après ça, tu vas jouer Aladdin. Très important parce que Aladdin va permettre de briser les items avant que son Iram y embarque. Mais il joue tellement d'items que c'est sûr que ça peut être un peu plus compliqué. Mais joue autour de ça. Puis le meilleur conseil que je peux jouer, c'est si tu as de la difficulté à jouer contre un match-up,
essaye des lignes de jeu différentes. Si tu dis, tu ouvres Bucky, puis chaque fois que j'ouvre Bucky, je perds, ben ouvre pas Bucky. Va avec Ursula. Ursula qui chante 2 fois en tour 3. Essaye des différentes techniques, puis regarde ce que tu es confortable de jouer avec. Ça, ce serait mon meilleur conseil. Là. Comme, tombe pas dans le panneau de tout le temps jouer la même game, espérant un résultat différent. Ouais, puis tu sais, on parle de bleu-gris aussi, là, le nombre d'items. Tu classerais les items en termes d'importance à détruire dans quel ordre? Parce que tu as Fishbone Quill, t'as Popsicle, t'as Forty Sphere, après ça, Ouais. t'as Lucky Dime qui rentre en jeu. Ouais. Tu irais dans quel ordre Ouais. pour quelqu'un qui sait pas nécessairement comment Gris Bleu se joue? Ouais, c'est une très bonne question. Puis moi, mon opener tour 1 que j'aime beaucoup, c'est le Diablo One Drop, qui permet d'avoir une chanson. Puis là, je vais donner un huge shout-out à GF parce qu'on s'est obstiné longtemps. Il m'a dit, oui, oui, c'est bon. J'étais comme, ben non, c'est pas bon le Diablo tour 1. Mais je m'avoue Ben, c'est vaincu. C'est pratique. dans la metagame en ce moment, là, c'est très important dans le Vagri parce que ça te permet de savoir si ton Diablo il est safe à jouer, si, admettons, tu es capable de Exact. jouer dans la curve. On va expliquer les terminologies un peu plus tard, mais c'est de voir quelle route tu veux aller. Si, admettons, je mets Diablo tour 1, je vois qu'il y a One Jump Ahead, c'est sûr que mon tour 2, ça veut quasiment être Ursula. Mais si je vois qu'il ne l'a pas, puis ça va être un peu plus long, ben là, je vais prioriser de rentrer à Aladdin. Puis qu'est-ce que je brise, Billy? C'est idéalement Fishbone, tout le temps. Puis s'il n'y a pas Fishbone, puis je sais qu'il a fait One Jump Ahead, son tour 4, ça risque d'être Hiram. Donc, je vais essayer de péter un Popsicle, je vais essayer de péter le Fortisphère, là, qui est le même item selon moi. Mais ça, ce serait ma priorisation. Donc, si je vois qu'il y a un Fishbone et qu'il n'y a pas Hiram, je vais péter le Fishbone. Mais mon tour 1, j'essaie d'ouvrir avec Diablo ou avec Ursula pour voir un peu la main, pour me donner une ligne de jeu que Ouais, puis j'essaie c'est assez d'avoir. rare que tu vas aller chercher aussi Lucky Dime à briser parce que là, t'es rendu en late game. Fait que Ben oui. c'est quasiment impossible Ouais. d'aller chercher Lucky Dime à briser. Mais si t'as l'opportunité de le faire, c'est définitivement, je pense, un des items à briser en premier. Parce que late game rendu tour Ouais. 7, c'est sûr qu'il faut que t'enlèves le Lucky Ouais. Dime. Là. Puis il y a une chose que Ce qui j'ai. fait mal avec Lucky Dime, c'est souvent, il te le Ouais. rentre puis il le fait tout de suite. Ouais. Puis t'es rendu tellement loin dans la Ouais. game, t'as tellement de ressources. Je l'ai fait cette semaine, j'ai rentré le Lucky Dime, puis le même tour, j'ai fait, je pense, c'est 24. Là. Oui, C'était parce Ouais. que Ouais. tu peux Ouais, avoir c'est 4 Popsicle, 4 Forty Sphere, 3 ou 4 Fishbone Quill. Tu sais, si t'es chanceux et que t'as tous tes draws, tu sais, c'est pas long avec ouais. ta Matoa, tu peux faire 12 puis un Lucky Dime 12 puis c'est game. Là. Puis t'as même pas eu le temps de te rendre compte qu'il y Ouais. avait quelque chose. Ouais. Puis moi, j'essaie beaucoup d'affaires en ce moment. Il y a une carte que j'ai remis dans le deck vert que je trouvais qui était bon. C'est Mhm. Kit Cloud Kicker. Tu sais, oui, c'est sûr que tu vas mettre mettre son Hiram, il va gagner 2 cartes, mais je bounce son Hiram le tour d'après. Fait que là, tu le mets dans une situation où est-ce que je rejoue Hiram ou j'ai peut-être pigé de quoi qui me donne l'avantage que je vais jouer. Fait que là, ça disrupt son flow un peu, son flow de jeu. Fait que tu sais, moi, j'essaye. Là. Il y a 2 cartes que j'essaye. C'est Kit en ce moment. Puis j'essaie de voir si j'aime Zeus. Tu sais, comme mettre moins de Bruno, plus de Zeus. Fait que là, je suis en train de jouer un peu avec ça. Mais jouer avec ce qui vous est confortable. Puis essayer des nouvelles cartes. Tu sais, comme s'il y a une carte qui te donne vraiment de la misère. Essayer des techs. Puis on va parler de deck building un peu Ouais, plus c'est ce tard. que Là, j'allais apporter. on On va en va parler un discuter peu. aussi synergie de cartes, puis comment qu'on tweak aussi des Mhm. listes. Là. Donc, merci. J'espère que ça répond à ta question, Marc-Olivier. Sinon, Dan, on a eu Jenny D06 sur Apple Podcast qui nous a Ouais. écrit Ouais. préciser les termes justement des cartes qu'on utilise. On parlait de curve, on parlait de brick, crash, top deck, tout ça. Donc, Ouais. ça va être quelque chose qu'on va vraiment aller plus en profondeur là, dans les prochaines minutes. Ouais. Euh, Ouais, puis on apprend aussi beaucoup là, à communiquer avec vous, puis tu sais, c'est à faire le podcast, puis on s'entend qu'on n'a peut-être pas le monde qui a la même expérience de jeu que nous. Fait qu'hésitez pas avec vos commentaires comme ça, là, si vous avez des questions, ça va faire un plaisir de répondre. Nous, le but, c'est qu'on vous amène à un autre niveau, que ce soit que vous êtes débutant à devenir un peu plus intermédiaire ou peu importe, ou que ça fait longtemps que vous jouez. Donc, tu sais, s'il y a des choses que vous trouvez que notre podcast, on pourrait faire mieux, comme les terminologies qu'on va apporter un peu plus tard, n'hésitez pas. Là. Petite discussion avant qu'on passe dans les gros topos de la journée. On joue où en ce moment? On joue quoi en ce moment? Jeff, tu vas nous parler un petit peu de Pixelborn par la suite. Puis on va parler un peu de Toronto. Donc les billets ont été mis en vente vendredi dernier. Je sais que ça a été complexe pour plusieurs d'entre vous. Puis ça a été complexe aussi de mon côté. Donc on va un peu approcher aussi cette petite conversation-là. Mais en ce moment, où est-ce qu'on joue? Ben, nous autres, faut dire qu'on est pas mal tous des joueurs sur la rive sud de Montréal. Donc, c'est sûr que quand on va parler, quand on vous rencontre, quand on parle
notre méta dans notre coin, il faut prendre pour acquis que c'est la Rive-Sud de Montréal et Montréal. Présentement, on est plusieurs à aller jouer aux 3 Mana à Saint-Hubert les mercredis soirs. Super belle shop avec sont super friendly, des bons prix, autant de présence que le prix de leur single. Cette semaine, on était, je pense, 18, 16 ou 18. Ouais. Quand même des bons, tu sais, pour un mercredi soir, là, c'est quand même Ouais. pas mal de monde. Puis sinon, nous sommes plusieurs à aller jouer aussi les vendredis soirs ou les samedis midi aux boutiques Awesome, encore une fois, à Saint-Hubert. Chez toi, Dan, de ton côté, tu joues pas mal plus aussi à Montréal. Tu essaies d'aller chercher différentes crowds pour pratiquer avec différents joueurs. Ouais. Toi, c'est à quel endroit tu joues plus? Ouais. Peut-être un bon shout-out à faire, c'est la boutique à Montréal, là, sur Saint-Hubert, Carta Magica. Si vous cherchez une place pour vous pratiquer pour des tournois ou tu sais, un niveau plus compétitif, je dis tout le temps, c'est peut-être la meilleure crowd compétitive à jouer. Là. C'est souvent du monde que tu vas retrouver qui font des top 8 dans les magasins, des top 4, mais juste voir comment ils jouent, leur ligne de jeu. Donc, moi, je joue là les mardis. Ça commence à 18h30, 45, dépendait des fois qu'on attend après les gens. Super généreux avec le prix. C'est comme, je pense que c'est environ 10 Tu as un booster d'entrée, une à deux cartes promo. Puis après ça, dépendant du top cut et de combien on est, ben, si tu vas avoir la première place, il va y avoir comme un booster de Chapter 1, deux boosters du Chapter courant avec une pin, puis une autre carte promo, puis des affaires de même. Fait que, puis, le mot s'est passé. Je pense que c'est une bonne place pour se pratiquer. Fait que, il y a 2 semaines, on était comme, je pense, 20, 22. Là, fait que, Wow. des fois, ça peut finir tard avec 4 rounds, mais si vous cherchez à faire de la pratique avant vos Store Championship, à devenir meilleur, là, je trouve que c'est sûrement la meilleure place. Puis 3 mana là, qu'on joue le mercredi, le niveau est très haut aussi. Le monde, il joue des decks méta. Le monde, ils ont des bonnes lignes de jeu. Donc, c'est aussi une place, si vous voulez l'essayer, vous êtes proche de la Rive-Sud ou ça vous dérange pas de conduire un peu. Le 3 mana à Saint-Hubert, le propriétaire de la shop, très, très, très cool. Il joue avec nous. S'il y a des bails, des fois, il embarque, il joue pour pas que la personne qui a le bail attende trop longtemps. Fait que shout out to Mike, puis shout out à la boutique 3 mana, là, super cool. Ouais. Même chose de mon côté, 3 mana puis boutique awesome. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai été avec une gang à Repentigny où je viens. Là. Fait que sur la rive nord de Montréal, c'est les mercredis soirs, si je ne me trompe pas, c'est le Chevalier. Ils sont affiliés avec le Randolph. Donc le Randolph est fermé, puis il offre le store au store à côté affilié qui est le Chevalier, qui lui spécialise un petit peu plus en TCG puis en jeux de société, mais il y a l'option de jouer avec eux. Groupe quand même assez compétitif. Il y a des joueurs qui ont gagné des set championships un peu partout au Québec. Là, donc, il y a des joueurs quand même assez haut niveau aussi qui jouent là. Donc, c'est une autre belle place les mercredis soirs si vous êtes sur la rive nord de Montréal et les jouer. Sinon, il y a le Alt F4 aussi qui est une belle place. J'ai pas exactement les dates, mais je sais qu'il y a de la compétition aussi de ce côté-là. Donc, pour ceux qui veulent vraiment les tester contre des joueurs un petit peu plus haut calibre, Alt F4, Carta Magica, c'est définitivement les places à aller. Et puis en plus Alt F4, leur team de jeu, c'est souvent des teams qui vont faire des top cuts. Donc, je vous dirais que c'est une très bonne place aussi à vous pratiquer si c'est plus proche pour vous. Très belle boutique aussi. Là. Puis là, on se demandait justement ce qu'on jouait ces temps-ci. Pour vous répondre, moi présentement, j'aime toujours ça rouler à 2 decks. Un deck plus compétitif que je pratique quand les gros événements arrivent, puis un deck plus pour le fun, parce que j'aime ça essayer de briser la méta. Présentement, moi, ce que je fais, c'est que je joue gris-bleu. Depuis pas mal le début du chapitre, j'ai essayé plusieurs combinaisons. Là, je suis rendu avec une liste que je suis pas mal satisfait qui performe bien. Cette semaine, je l'ai joué aux boutiques Awesome. J'ai fini 2-1. Ma seule défaite a été contre le mauve rouge. C'est carrément le Queen Castle qui m'a tué. J'ai ajusté un petit peu ma liste par la suite parce que il recommence de plus en plus à avoir des big locations qui sont en jeu dans les decks, puis il faut les contrer. Que ce soit contre le gris vert qui va jouer le Cove, c'est ça? La location qui va booster tes personnages, que ça peut devenir fatigant à longue, que ce soit quand tu joues pour certaines listes bleues que le monde va rentrer le McDuck Manor, qui est une carte qui a quand même une location de 9 de défense avec 2 lore par jour, par tour. Je comprends, c'est pas Ou tant. le Queen Castle, que pas mal tout le monde connaît, c'est ça, le Queen Castle Yes. qui a 7 de force, qui donne 2 lore aussi par tour, et qui te fait piger en plus quand il y a des personnages là. Fait qu'il faut les contrer, c'est trop dur. Moi, dans ma liste, un petit deck que j'ai apporté dans ma liste de gris bleu,
j'ai décidé de rentrer le nouveau Simba qui est 5-7. Il coûte 7 en crabe, il y a 5 de force, 7 de vie. Puis il y a un effet un petit peu similaire à la grosse Tinkerbell, c'est-à-dire que quand tu le rentres en jeu, il fait 2 dommages à un personnage ou tu as l'option de piger 2 cartes en discarter 2, ce qui peut te sauver des fois quand tu es rendu, tu as besoin d'options pour te repartir. Tu cherches un Whole New World, tu cherches un Zeus, tu cherches un Grab Your Sword, ça peut être pratique. Et cet effet-là est actif aussi quand tu bannis un personnage adverse, donc le même principe que Tinkerbell. J'ai trouvé que cette ligne de jeu-là souvent était très bonne puisque on va se rendre avec le gris bleu, tu te rends rapidement à 7 encres. Rendu à 7 encres, j'ai trouvé que j'aime tout le temps mieux jouer. Pour ma part, j'aime toujours mieux jouer Simba que jouer la Tinker à cause qu'il est plus difficile à tasser. Si tu ne peux pas le one-shotter. Fait que puis tu sais que tu vas l'avoir dans les jambes, puis c'est un gros corps quand même. Fait qu'à moins d'avoir un hard removal qui va l'enlever. Une chose que j'ai trouvé qui était le fun, que j'ai fait en fin de semaine, c'est utiliser le Fortisphere justement pour le mettre bodyguard. Parce que dans certaines listes, c'est ça, je regardais tantôt, j'essaie de retrouver sur mon téléphone, le nom c'est Shenpo, un bodyguard gris à 5 qui est de mémoire 4 de force, 7 de vie, bodyguard, il a juste pour un. Sa seule utilité, c'est de protéger les autres personnages. Mais ce que j'aime faire tant qu'à ça, c'est parce que je le trouve inutile, ce personnage-là. Tu rentres un Simba, puis le Fortisphere, il est pratique pour la pige, mais il peut aussi te donner bodyguard. Donc, dans un moment clé où ce que tu veux protéger une Ariel que tu as mis, tu veux protéger un Tamatoa, tu veux protéger ton Hiram, ben, tu pars à l'aventure ou tu attaques avec ton Simba, puis après ça, tu le mets bodyguard. Très pratique. Donc, moi, ça, c'est le deck que je joue présentement compétitif. Puis l'autre deck que je joue, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il va faire partie de ma chronique de la semaine prochaine des decks à GF. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que depuis le premier set, j'ai une combinaison de couleurs que j'aime beaucoup, c'est le bleu-vert. J'ai réussi premier set à le faire fonctionner. Deuxième set, ça n'a pas marché. Troisième set, ça commençait à être pas pire à la fin. Là, je suis un petit peu victime de la méta. C'est un très bon deck que j'ai réussi, je crois, à monter, mais contre les 2-3 piliers, il est une petite coche en dessous. Mais ça, je vais vous en parler plus en détail la semaine prochaine. Fait que je vais passer la parole à Billy pour nous dire ce qu'il joue lui aussi Ben, ces je suis un peu temps-ci. comme toi, là, je roule souvent 2-3 decks. Là. Je te dirais que ces temps-ci, ben, en fait, pas ces temps-ci, mais depuis le début de Ursula's Return, je suis très bleu-gris. J'ai amené aussi un peu de tech à l'intérieur de ce deck-là parce que justement, on commence à avoir un peu plus de location. Donc, j'ai rajouté un Rise of the Titans dans mon deck en une copie. C'est vraiment un tech. Fait que si je vois que je joue pas contre un location deck, facilement en crabe si jamais il se ramasse dans ma main puis j'en ai pas besoin. Puis ça coûte pas cher pour justement te débarrasser d'un location. Là, à 3 Inkable, ça peut facilement changer le tempo du match après un Ruby Amethyst qui drop un castle tour 4, ben tu peux facilement y remettre dans son discard puis partir à partir de là. Fait que ça te permet de ramper aussi par la suite. Sinon, un deck que j'aime bien jouer, ben c'est le gris vert. Évidemment, là, c'est un de mes decks auxquels je vais jouer souvent. Sinon, un que j'ai essayé la semaine dernière avec un de mes amis, c'est le mauve jaune. Un peu à la Kida. Fait que beaucoup de Kida, beaucoup de bounce. On l'a vu au début du set 3 dans Inkland, c'était vraiment un des top aggro decks avec Kida 1, Kida 5, puis si je me souviens bien, dans celle-là, tu rajoutes le Look at this family. Donc ça joue bien, c'est plus un deck pour le fun, pour le plaisir, puis justement voir quelque chose de différent quand on joue à 2 ou à 3. Souvent tu revois tout le temps les mêmes decks, fait que ça te permet de justement tester tes decks gris-bleu ou vert-gris contre quelque chose qui est pas nécessairement la méta, puis c'est souvent ça qui surprend. Là, on en parlait aux 3 manas, souvent Mike nous sort un deck qui est, si je me trompe pas, rouge-vert. Ça peut surprendre parce que tu t'attends pas à ce qui se passe, puis t'es tellement habitué de rouler dans ta méta de dire bon ben je joue contre rouge-mauve ou je joue contre vert-gris ou je joue contre rouge-bleu. Tu sais un peu les lignes de jeu qui s'en viennent, tu sais comment réagir à ça, mais un deck que tu connais pas, qui a du super goof dedans, on va en parler plus tard là, dans le deck building aussi, là, mais ça surprend, puis souvent tu te ramasses à avoir fait une ligne de jeu qui est complètement inadéquate par rapport à ce que l'autre joue, parce que t'es tellement habitué de jouer cette méthode-là. Yes. Toi, Dan? Moi,
moi, ces jours-ci, vert gris beaucoup. J'ai toujours été joueur de vert gris depuis Chapter 3. Depuis le début du Chapter 3, moi, Ursula qui chante 2 fois, c'était une carte que je voulais jouer. C'est la première enchantée que je me suis pogné dès que le set est sorti dans le pre-release. Fait que c'est quelque chose que je joue beaucoup. Puis c'est un deck que je suis très attaché. J'ai gagné des Store Championships. Ben, pas gagné. J'ai premier loser, comme on dit, fini deuxième dans la Store Championship. Puis j'ai fini top 4 aux 3 mana avec, euh, avec ce deck-là. J'essaie, il y a des cartes que j'ai essayé sans, j'ai remis, comme j'ai essayé sans la Ursula qui chante 2 fois, j'avais pas amené ça, je l'ai remis. Je joue 2 Hidden Cove, il y a du monde qui sont plus fans de 4 ou de 3. Je trouve que c'est bon, mais il y a une complexité à jouer Hidden Cove. Puis en parlant du match-up vert-gris, il y a beaucoup de monde qui vont jouer Baboom ou Avalanche, puis des choses comme ça. Fait que, comme, quand tu vois sa main, il y a une façon de voir le jouer. Idéalement, tu veux pouvoir le jouer un character, puis le déplacer le même tour pour gagner cette valeur-là. Parce que si tu le mets, puis le prochain tour, tu le bouges, ben, il va mourir le prochain tour avec Baboom, ton Diablo, ou comme tes Bucky avec, je sais pas moi, Tinkerbell, peu importe. Mais fait que c'est ça. Fait que moi, je joue beaucoup de vert gris en ce moment. Comme j'essaie des techs, là, en ce moment, j'essaie Kit Cloud Kicker, puis j'essaie Zeus, voir si j'aime ça. Je suis pas confortable à enlever Grab Your Sword. Fait que j'ai une copie de Grab Your Sword juste pour dire, comme, si, admettons, je le pull, ou si je suis capable de faire Robin Hood tour 1, Robin Hood tour 3, chante Grab Your Sword dans Ça le fait mal. miroir. C'est un énorme avantage. Exact, mais pas en jouer 2. 2, ça peut être dead souvent, puis tu peux te le faire enlever vers une autre Ursula. Fait que ça, c'est le deck compétitif que je joue le plus. Le deuxième, je te dirais, là, beaucoup de gris, de rouge mauve avec le nouveau Flynn Rider. C'est un deck que j'aime. J'ai toujours aimé jouer rouge mauve. Puis c'est un deck qui s'est réinventé assez pour que ça soit le fun à jouer parce que ça ressemble pas à ce qu'il jouait, à la façon qu'il jouait dans les autres chapters avant ça. Donc, comme on disait dans un autre podcast, c'est un mid-range aggro un peu. Ben, c'est sur là que tu vas gagner. Il peut feel control vers la fin quand tu es rendu à mettre les Misusa puis tout ça, mais ça feel très mid-game parce que c'est là que tu vas gagner ta game. Tu vas essayer de gagner comme 9 lore, admettons, avec des Flynn Riders / Castle au début. Puis après ça, tu vas rejouer la game un peu plus contrôle. Fait que pas mal ce que je joue ces jours-ci. Puis dans mon rouge mauve, j'essaie de tech des affaires comme le Peter Pan, le nouveau Peter Pan Rush, là, qui est 2-3 sur le tour 3. Fait que dans le fond, dès que le Diablo y apparaît, si toi, tu es sur ton tour 3 aussi, tu peux rentrer en jeu puis l'attaquer directement s'il n'est pas dans le cove. Puis j'essaie de jouer Isabella. C'est une carte que je trouve vraiment le fun. Elle est évasive, elle est 3-4, puis elle quest pour 4, mais sur des avantages, c'est qu'ici, elle quest pour 4. Tes autres characters, ils n'ont pas le droit de quester. Mais c'est ça qui est nice parce que tu donnes le rôle de toi va quester, puis les autres, ils vont garder le contrôle du board. Fait que j'essaie de jouer un peu avec ça. Mais c'est sûr qu'il y a des builds beaucoup plus classiques avec genre, mettons, 2 Tremaine, 3 Medusa. Moi, je focus plus autour du Rapid Lore Gain. Mais c'est ça, j'ai du fun avec, mais je te dirais que mon deck le plus compétitif, définitivement vert gris. Nice. Ouais, ça demeure encore un deck qui, comme tu dis, se réinvente. Ça reste très fort. C'est une bonne option, je pense, pour les joueurs qui veulent aller en tournoi, là, le rouge. Ouais, puis c'est un des moins dispendieux aussi. Ben, tout ça, moi, ça m'amène. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un deck quand même assez budget. À part les Moï, on en a parlé la semaine dernière, là. C'est pas très dispendieux, là. Mais moi, tout ça, ça m'amène à parler de quelque chose que j'ai remarqué vraiment cette semaine. C'est avec la mort de Pixelborn, là, c'est difficile de pratiquer, là. Je le dis, là, je suis en sevrage de Pixelborn. J'avais l'habitude le soir après la routine. J'ai un jeune garçon. Fait que le soir, c'est les soupers, c'est la routine familiale qui embarque. Puis quand il était plus tard, ben, je me claquais 2-3 games de Pixelborn pour me garder actif, puis pour le plaisir. Là, t'arrives, puis c'est plus là. On n'a plus cette option-là. Fait que c'est difficile pour se préparer pour les gros tournois. C'est difficile pour l'habitude parce qu'on était rendu habitué de jouer, de se rentrer une ou deux games par-ci, par-là. Fait que là, je pense que comme tout le monde, on va essayer de sortir plus pour jouer un peu plus en vrai. Il y a ce côté-là social qui est le fun, mais c'est difficile pour les personnes qui ont des familles et qui essaient de rentrer ça dans le temps. On a vu cette semaine quelques options qui ont l'air de se proposer. J'ai pas le nom là. De toute façon, on va continuer à voir si ça a l'allure avant d'en parler un peu plus puis voir si c'est légal. Mais il y a du monde qui nous ont parlé d'une plateforme que tu peux jouer contre une intelligence artificielle qui était quand même pas si payé, c'est pratique pour pratiquer justement tes lignes de jeu.
mais c'est pas un humain qui est de l'autre Ouais. bord qui va pouvoir C'est pas réagir à ça. pratique pour Mais l'aspect sinon, counter ou de comprendre comment l'autre va le jouer parce que je l'ai essayé là, Mhm. sur ce qu'on parle. Là. Puis justement, je jouais bleu-gris contre du rouge-bleu. Puis j'étais comme, ok, non, mais t'es pas censé juste quester avec ta sissou. Là. Il y a d'autres choses qu'il fallait que tu fasses avec ta sissou que t'as pas fait. Là. Fait que c'est sûr que ça te Ouais. permet de. Tu sais, une chose que moi je fais souvent à la maison, souvent je vais brasser mon deck puis je vais mulligan ma main. Juste voir dans le fond ma main, comment je mulligan, voir un peu les combinaisons que je vais avoir puis qu'est-ce que je Mhm. veux ne pas avoir pour le début de mon deck puis j'improvise du play puis du draw. Ouais. Mais c'est sûr que le logiciel qu'on parle peut aider à ça, mais attendez-vous pas à avoir un adversaire coriace qui va vous donner Ouais. à penser. Donc c'est sûr que ça marche pas Ce ça. qu'on ce qu'on regarde un peu ces jours-ci avec des chums, tu sais, comme on a un groupe texte, là, puis avec un de nos chums qu'on a dessus, c'est d'acheter comme un trépied de caméra, puis de mettre ton iPhone, puis tu peux jouer comme en remote. Fait que ça, c'est quand même pas pire. C'est sûr que tu sais, ça prend un commitment des deux bords, mais au moins, c'est ça qui est le fun, c'est que ça te permet de te pratiquer, puis de voir si tu es capable de jouer. Tu sais, je pense que le plus qu'on avance vers Toronto, peut-être Billy, on en parlait, peut-être qu'on va se faire un Discord. Fait que si, admettons, il y en a de vous au Québec qui va à Toronto, puis vous avez peut-être moins de personnes qui jouent au niveau compétitif ou whatever, puis vous voulez comme échanger ou voir comment on pourrait jouer contre, n'hésitez pas là, dans notre Discord, on va mettre des informations dans vraiment pas longtemps, mais je pense que oui, ça incite le monde à retourner, je pense, de plus en plus dans les boutiques. Fait que c'est cool pour les boutiques de jeux, tu sais, comme au moins ça va être là. Mais je pense que comme JF dit, comme moi aussi je suis parent, tu sais, puis les gens comme nous, on finit notre journée, on finit notre routine. Des fois, on est brûlé, juste comme déconnecter un bon 1 heure, 2 heures devant un online client puis pouvoir jouer. C'est sûr que ça sera jamais remplacé, mais je reste hopeful si on veut. On a vu, pour ceux qui sont intéressés sur YouTube, le channel de Pixelborn, Pavel qui travaille sur un bêta en ce moment, à voir si dans combien de temps ça peut être sorti. Mais c'est cool parce que tu as le concept de la caméra aussi. Tu joues ton deck, puis quand tu joues ta carte, ben, il y a comme un élément de réalité virtuelle qui détecte la carte, puis qui va le mettre sur l'écran plus clair, puis tout ça, puis tu vas pouvoir jouer. Fait qu'on va voir combien de temps ça prend, mais au moins, je suis content de savoir qu'il lâche pas la patate, comme on dit, puis il continue à faire de quoi là, pour nous autres, les fans. Toronto, tu viens d'en parler, là, ça a été, je pense que ça a été compliqué pour beaucoup d'entre nous. On a, ouais, chaotique. On a eu, on a des groupes quand même auxquels on se tient à jour. Puis, je sais que de votre côté, les gars, vous n'avez pas réussi à avoir de billets. J'ai été un des chanceux qui a réussi à avoir compétiteur pour Toronto. Je sais que vous êtes mis sur la liste d'attente, mais ça s'est passé comment de votre côté avec Eventbrite? Ben moi, en fait, j'étais déjà à un événement de networking que j'avais promis. Fait que j'étais sur mon cell à 58, puis j'essayais de refresh, puis les composantes de l'application, ils loadaient même pas. Tu sais, avais comme une bannière, puis j'essayais de loader, j'essayais d'acheter, puis ça l'a jamais chargé pour moi. C'est sûr que je suis un peu déçu de, tu sais, mais je sais aussi comment la game fonctionne. C'est pas le premier tournoi que je passe. Puis moi, puis Billy, on se dit souvent en joke, on a acheté des Jordan ou des sneakers dans C'était le plus temps. Là, facile. puis c'est quasiment aussi complexe. C'est plus facile quasiment, tu sais. Puis, mais la réalité, c'est que, tu sais, je suis un peu déçu, mais tu sais, je me tiens proche de nos group texts, puis bientôt de notre Discord. Puis, tu sais, comme, je vais vous aider à vous pratiquer pareil avec ma connaissance de jeu, puis tout ça. Puis, s'il ouvre plus de place, puis je suis chanceux, je vais y aller. Mais, tu sais, je suis pas plus déçu qu'il faut parce que je sais comment ça fonctionne. C'est juste que c'est sûr que j'aurais aimé ça y aller. Mais bon, puis j'ai pas acheté, j'en parlais à Billy un peu avant, mais c'est pour ça que je peux aller, je voulais vraiment compétiteur. Je voulais pas faire attendee parce que, tu sais, moi, jouer des 8 heures, des 9 heures de draft, dépenser de l'argent pour jouer des drafts puis des affaires de même, puis devoir travel à Toronto, héberger, nourrir, puis tout ça, pour pouvoir m'acheter peut-être échanger mes tickets pour des Rapunzel promo puis des affaires de même quand le coût de revente est quasiment moins que ce que ça te coûte d'aller dans ce trip-là. Fait que pour moi, je voyais pas que c'était tant la peine. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est le point de vue compétiteur, puis de jouer, puis d'essayer de me prouver contre les meilleures personnes de la région canadienne. Fait que dans le fond, c'est ça. S'il ouvre plus de place, qui sait, je vais peut-être être chanceux, mais sinon, j'aiderai Billy à se pratiquer, puis des chums qu'on a aussi dans nos groupes. Ça me dérange vraiment. Toi, GF? Pas mal la même chose pour moi aussi. Ben moi, j'étais sur le site à 8 heures. J'ai eu, dès que je suis rentré, ça m'a dit billet disponible, mis dans mon cart.
Puis après ça, quand je suis arrivé pour payer, ça marquait cet article n'est plus disponible. Voulez-vous être sur la waitlist? Il était à 8h02. Donc à 8h02, il n'en restait plus. Je me suis mis sur la waitlist. Je suis revenu voir un peu plus tard, peut-être un 15 minutes après, pour voir si c'est pas parce qu'il y avait eu un gros bug de trop de monde en même temps sur le site, mais il n'y avait pas plus rien. Puis ça ne m'intéressait pas, justement, juste attendee. Un petit peu comme Dan l'a dit. À part pour avoir quelques promos, je suis pas un assez gros fan des promos. Moi, c'est vraiment l'expérience du gros tournoi. S'il y a des places qui se libèrent, sur la waitlist, on va voir, puis on regardera si je suis toujours capable d'y aller, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut planifier. Toi, avec la vie familiale, il faut planifier plusieurs semaines à l'avance. Présentement, je peux. Si ça prend trop de temps avant d'avoir une réponse, peut-être que ça va être dans le négatif. Mais bon, on va être là pour se pratiquer les trois. Je suis vraiment content que Billy puisse y aller. On va avoir au moins quelqu'un de l'équipe qui va nous représenter là-bas. Donc, on va tout faire pour le rendre meilleur. Puis, Ouais, ben, de mon côté aussi, ça a été un peu le même genre de situation où est-ce que j'étais sur le site. Ben, sur l'application, là, j'ai vraiment tout utilisé mon cellulaire pour le faire. J'étais sur l'application à -5, je dirais, puis je refreshais. Je me suis quitté, retourné dans l'event. Puis quand t'es arrivé 8 heures pile, j'ai essayé de rentrer dans l'event, puis il n'y a rien qui loadait. Puis à 8h02, j'ai réussi à loader la page qui justement me disait de join le waitlist parce que tout était sold out. Puis j'ai rempli mon waitlist. Puis j'ai quand même continué à checker pour attendees. Fait que je faisais attendees, competitor, juste pour essayer de me trouver un billet parce que je voulais vraiment aller à l'événement pour justement aller voir un peu le vibe, comment ça se passait les DLC. Puis vers 8h07, je suis retourné sur Competitor. Puis il y a un billet qui est apparu dans mon écran comme quoi je pouvais l'acheter. Fait que j'ai essayé de passer ma commande, puis ça a été comme dans du beurre. Pas de waitlist, rien. Donc j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde qui ont peut-être arrêté d'essayer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à mettre des tickets dans leur carte, mais que les paiements passaient pas ou que le cart loadait pas. Fait que est-ce qu'il y a eu des time-outs d'un côté, puis les tickets sont retombés en vente quelques minutes par après? Peut-être, mais j'ai été sceptique pendant quelques minutes de me dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai vraiment réussi à avoir un billet compétiteur? Parce que tu passes la commande, c'est chargé, puis là, ben, t'attends, puis t'as pas de courriel, puis tu te demandes si c'était pas juste un extra ticket qui a été vendu, puis finalement, tu vas avoir un refund demain ou dans quelques heures. Puis non, finalement, j'ai reçu quelques minutes plus tard le confirmation par courriel comme quoi j'étais attendee. Donc, je pense que d'avoir persévéré pendant quelques minutes a aidé aussi de ce côté-là. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient peut-être pas nécessairement le temps de faire ça parce que c'est un vendredi à 8 heures. On le disait, là, beaucoup de gens ont des familles, ont des enfants. Tu peux pas passer une vingtaine de minutes à juste refresh des webpages des fois. Là. Fait que j'ai été quand même chanceux de ce côté-là. Fait que j'ai très hâte d'aller au DLC à Toronto. C'est sûr que je vais compter énormément sur vous, les gars, pour qu'on pratique, qu'on s'améliore, parce que je veux que notre podcast ait bonne réputation là-bas. Mais non, j'ai hâte d'aller voir. Puis pour ceux qui vont être là-bas, qui nous voient, qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir me dire allô. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous aussi. Mais j'espère aussi que vous deux, vous allez recevoir les emails comme quoi les gens. Parce que, tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des billets aussi, qui vont peut-être pas pouvoir y aller, parce qu'on a jusqu'à 7 jours avant pour faire rembourser le billet, donc ça va peut-être libérer des places pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu de billets. Donc, perdez pas espoir. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans nos groupes chat qui ont eu aussi le email comme quoi il y a des billets qui ont été libérés parce qu'ils ont été dans les premiers à se mettre sur le waitlist. Donc, exact. Samedi, en plus. Donc, ça veut pas dire que vous êtes éliminé de pouvoir attendre, mais en ce qui concerne le venue, ça m'étonnerait qu'il augmente à plus de 1024 parce que c'est le Sheraton à Toronto où est-ce que l'événement se passe. Puis j'ai vu sur le site de PPG Evenement que tu pouvais réserver une chambre avec le promo code, je pense que c'était Disney Lorcana 2024, quelque chose comme ça. Puis quand j'ai été voir, immédiatement après avoir eu mon billet, il n'y avait plus aucune chambre de disponible. Donc j'ai l'impression que l'événement pourra pas grossir plus que ça parce que c'est un hôtel, donc c'est quand même assez limité en termes d'espace. Mais j'ai bien hâte d'aller là-bas. Je vous dirai pas tout de suite quel deck je vais jouer. J'ai une petite idée de ce que je vais jouer. Ça peut peut-être surprendre plusieurs personnes. Mais on va discuter de ça en équipe puis voir quel deck est le mieux que j'amène là-bas. Yes. Petit topic qu'on a eu justement de Jenny D06 sur Apple Podcast qui nous a écrit dans le fond qu'elle
elle comprenait pas nécessairement tous les termes. Puis c'est vrai qu'on utilise beaucoup de termes anglophones, puis des termes très complexes en termes de jeu. Donc pour les débutants ou les gens Mm. qui utilisent les cartes en français, on va peut-être passer un peu de temps là-dessus à expliquer qu'est-ce que c'est. Puis ça va aussi nous amener au deck building par la suite qui va vraiment peut-être débloquer certaines choses pour des gens qui jouent, qui prennent des listes puis qui font juste jouer des listes. Donc, je voudrais qu'on passe un peu de temps sur les termes de jeu. Donc, GF, je sais que tu avais fait une petite liste des termes, puis on va peut-être ajouter quelques points, nous, au fur et à mesure que tu passes au travers de la liste. Parfait. Ben oui. Donc, ben merci Jenny pour ta question. Puis comme Billy dit, oui, en effet, quand on joue sur la scène, il y a beaucoup de joueurs anglophones ou tout simplement des Québécois qui vont utiliser des termes qu'on pourrait dire universels dans Mm. la plupart des TCG. Fait que j'ai fait une petite liste en ordre alphabétique en plus. Fait que je vais passer au travers de ça. Puis après chaque fois, je vais vous demander, Billy, Dan, si vous avez des précisions à donner. Mm. Donc, puis s'ils en manquent, n'oubliez pas, vous pouvez me le demander et je le dirai la semaine prochaine. Donc, on va commencer par brick. Donc, quand on dit j'ai brick, ça va être dire quand tu vas piger une carte qui ne t'aide pas dans une situation critique. Je pense que ça le Ouais. dit pas mal. Mettons que tu es sur le bord de mourir, puis ta seule carte qui pourrait te sauver, c'est telle ou telle carte, puis tu piges une carte qui n'est pas celle-là, on va Ouais. dire que tu as brick. Aussi, quand tu joues rouge-bleu ou gris-bleu, puis t'as pas pigé Hiram de la game, tu vas dire que j'ai brick toute la game parce que Hiram, c'est mon engin, puis j'ai pas vu mon engin de toute la game. Fait Ouais. que c'est aussi un brick. C'est juste comme pas piger ce qui est voulu, Ouais. dans le fond, dans tous les cas. Dans le fond, c'est plus de ne pas pouvoir jouer ta game que tu avais en tête ou ta ligne de jeu que tu voulais jouer. Fait que c'est vraiment Mm. tu sais, brick, c'est vraiment frapper un mur, en fait. Si tu frappes un mur, tu Ouais. brick complètement. Un mur de brick. Ouais. Exact. Le deuxième terme, crash. Ça, je pense que c'est assez simple. C'est l'action de sacrifier un personnage en attaquant un autre. Fait qu'on va souvent dire, bon, ben, je vais crasher, je sais pas moi, je vais crasher mon Diablo dans le tien pour le sortir. Fait que ça, Mm. c'est tout simplement l'action d'attaquer en sacrifiant un personnage Ouais. pour en tuer un autre ou au moins lui faire des dommages. Ouais, vous allez entendre deux termes aussi. Vous avez crash. Tu sais, crash, c'est ce que GF il dit aussi. Puis il y en a qui utilisent crash pour dire juste attaquer. Ben, tu sais, mettons, mon Robin, il va attaquer dans un character, mais il va survivre. C'est un crash. Puis le terme qui est plus utilisé dans le mot Un crash, c'est trade. un trade. Quand je dis, ben, mon Aussi. Ursula, je sais pas, mon Ursula 2-3, il va trade dans un bonhomme qui va pas survivre puis qui va tuer mon Ursula parce qu'il y a 3 d'attaque. Fait que là, on fait un trade, un échange, si tu veux. Là. Fait que toi, tu meurs, moi, je meurs. Fait que c'est un trade aussi. Mais Crash aussi peut être utilisé Souvent, les aussi. trades, on va les voir avec soit les goats aussi, les rabbits, qui vont faire en sorte que Mm. ton trade a une action avantageuse pour toi aussi. Donc souvent, de ce côté-là, on va voir le trade. Le fox aussi va trade aussi assez fréquemment. Là. Donc, tu vas bounce pour Ouais. mettre ton fox. Donc, ça aussi. Puis je pense qu'on en a oublié un, là, je viens de l'utiliser, là, le bounce. On peut peut-être parler un peu de bounce. Jeff, je sais pas si tu veux t'aventurer là-dedans sans... Ah ben oui, c'est un bon point que tu l'as dit, puis je me dis, oups, on va le dire bien vite. Ben, bounce, dans le fond, ça fait référence à toutes les à la mécanique dans l'Arcana qui fait que quand tu mets un personnage en jeu, tu en reprends un autre dans tes mains. Il y a quelques cartes aussi comme bounce, justement, qui fait exactement ça. Ça dit remettez un de vos personnages en jeu dans votre main et l'adversaire fait la même chose. Mhm. Donc, bounce, c'est simplement ça. C'est une mécanique qui est très utilisée avec le mauve. Question de t'attaques avec un personnage, là, whoop, tu vas le bouncer dans ta main en mettant un mime fox ou Snake. un mime snake. Ouais. Fait que comme ça, tu t'enlèves les dégâts, tu le remets dans ta main, puis ça va jouer beaucoup avec le bounce Ouais. dans le monde. Toute action qui remet dans ta main, comme Ouais, Kit Kit aussi. aussi. Kit Exactement. l'Outlaw. Exactement, très bon point. Ou, voyons, le génie du premier set, évasif à 6, Ouais, qui fait la même absolument. chose. La curve, ça, c'est un terme un peu plus. Dans le fond, c'est pas si complexe que ça. Dans le fond, la curve, c'est tout simplement le fait de pouvoir jouer sur le tour de ton encre à chaque tour. Ouais. Fait que ça veut dire que si tu as une encre, tu vas pouvoir jouer une carte qui coûte 1. Au tour 2, tu vas avoir 2 encres, jouer une carte à tour 2. Billy va pouvoir en parler ça dans son sur la section deck building, parce que c'est important de bien bâtir son deck afin d'être capable de suivre sa curve, d'avoir un bon nombre de cartes à chaque coup
pour justement suivre une curve naturelle et pas sauter Ouais. des tours. Puis le terme curve vient beaucoup comme à la bourse, vous voyez, là, quand c'est une courbe qui monte, là, ça veut dire comme, tu sais, au tour 1, mes options sont limitées, j'ai un encre, je joue une carte tour 1. Puis la courbe, elle se développe quand tu es rendu peut-être tour 4, où est-ce que, à place de jouer peut-être une carte de 4 encres, je mets deux cartes de 2 encres, puis là, ça monte comme ça, c'est de pouvoir utiliser ton encre efficacement. Puis le but, c'est d'essayer de l'utiliser toute ton encre à tous les tours. On sait que c'est pas tout le temps possible, mais c'est ça le but de la curve, puis c'est de build. J'ai-tu de quoi de jouer en tour 1, j'ai-tu de quoi possible que je peux jouer en tour 2, 3, etc., jusqu'à ma late Puis la game. curve n'est pas tout le temps vers le haut. Là. On le sait aussi dans le deck building, tu vas aussi utiliser le mot curve justement pour curver ton deck. Tu veux t'assurer dans le fond que tu as assez de cartes 0, assez de cartes 1, 2, 3, 4, 5. Puis vers 5 puis 4, on commence à voir la curve justement de ton deck qui redescend vers 5, 6, 7, 8 pour justement avoir le moins de personnages. Donc, tu veux optimiser ton deck en fonction de la curve vers 4-5 ou est-ce que c'est là que tu vas vraiment soit prendre le contrôle de la partie ou pouvoir closer ta game. Donc, la curve aussi est importante dans le deck building, mais c'est pas nécessairement la même façon de l'expliquer. Deck. C'est tout simplement un terme pour définir l'ensemble des cartes d'un joueur pour une partie. Exactement. Drop. Ça, on va souvent entendre le monde, j'ai pas de one drop, j'ai pas de two drop. C'est un terme qu'on va utiliser pour référer le coût pour jouer une carte, tout simplement. Fait qu'un two drop, c'est une carte qui coûte 2 encres à jouer. Je pense qu'on peut passer au prochain. Le prochain, méta. Ça veut dire metagame. Ça fait référence aux decks populaires du moment et qui sont compétitifs, qui sont le plus représentés en tournoi. Puis c'est important de bien comprendre la méta, c'est-à-dire de connaître la composition des bons decks afin de jouer contre eux ou avec eux et avoir du succès. Messieurs, une petite précision là-dessus? Non, de mon côté, je pense que Non, je pense que tu l'as bien c'est dit. C'est ça, je l'ai bien dit, c'est Dan qui m'a donné la description. Je suis le Ghost Rider. Exactement. Mulligan. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être parler justement plus aussi soit dans la section à Billy ou plus tard dans un autre épisode, parce que c'est quelque chose, c'est un art un petit peu le Mulligan. Le Mulligan, en fait, c'est le processus de sélection et d'échange de cartes en début de partie. On a parlé un peu au dernier épisode. L'Orcana, c'est un jeu où le Mulligan est très permissif. C'est un Mulligan partiel où tu n'as pas de chance de repiger les mêmes cartes que tu enlèves, vu que tu vas les rebrasser dans ton deck seulement après. Donc, c'est ça. Processus de sélection et d'échange de cartes. On a droit à un Mulligan au début de la partie. Pour être peut-être un petit peu plus précis, là, le Mulligan, c'est quand vous pigez vos 7 premières cartes, puis vous faites une sélection de lesquelles vous voulez garder. Le Mulligan, c'est ça, c'est l'aspect de jeter certaines cartes, puis de repiger exactement le même nombre de cartes dans votre main de départ. Donc, il n'y a pas de Mulligan passer la main de départ. Donc, c'est super important de comprendre que ça arrive une fois dans la partie, un Mulligan. Ramp. Ça, c'est un terme qui est spécifique au bleu. Ça veut dire accélérer son ancrage afin d'avoir un avantage côté ressources. Des exemples qui vont être ça va être, mettons, le Mickey du premier. En fait, il y a beaucoup de cartes du premier chapitre qui font ça. Le Mickey premier chapitre qui coûte 3, qui n'est pas ancrable, qui est uninkable, qui fait que quand tu le joues, tu vas prendre la carte du dessus de ton deck pour la mettre tapée ou engagée dans ton Inkwell, dans ton encrier. Tu as Fishbone Quill qui va te permettre de l'engager, de la taper pour prendre une carte de ta main et la mettre justement dans ton encrier, etc. Donc, ça va être ça. Le ramp, c'est le fait d'accélérer ton ancrage. Ouais, il y en a une aussi dans le bleu que je trouve qu'on n'utilise pas assez souvent, puis elle m'a sauvé justement la dernière fois que j'ai joué. C'est Belle Strange But Special. Sa première habilité, c'est de justement pouvoir en créer 2 fois, donc ça te permet de ramper aussi de ce côté-là. On l'utilise souvent en late game, Belle, mais là maintenant avec Ariel qui est là, avec Tamatoa, Belle en tour 4, des fois quand t'as pas ton IRAM, peut te permettre de justement ancrer plus rapidement puis de ramper justement. Donc Puis les personnes qui jouent contre vert gris, des fois, là, puis vous voyez qu'il y a un Aladdin, là, jouez pas la ligne de jeu classique de mettre votre fishbone, vous allez le perdre. C'est comme, admettons, vous avez Belle dans votre main, ancrez votre fishbone, mettez Belle, puis Belle peut mettre une deuxième carte dans votre
votre encre pour ramper. C'est sûr que tu veux garder des cartes dans les mains, idéalement, là, mais c'est aussi une bonne astuce de jeu pour dire comme, OK, tu vas détruire mon item de toute façon, je vais jouer Belle, mais c'est un effet qu'on oublie très, très, très souvent parce qu'on veut juste gagner 5 Ouais, c'est lore ça. avec Puis tu sais, Belle. tu vas la jouer, tu vas ancrer 2 fois, là, tu vas être rendu à 5. Puis souvent, tu vas avoir un whole new world le tour d'après que tu vas pouvoir jouer, puis justement ancrer 2 fois avec Belle. Fait que tu te rapproches de ton 10 assez rapidement. Puis t'es pas obligé de quester avec Belle. Puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire, de pas quester. Là. Tu peux la garder on the side, puis au pire, elle devient un bait pour quelque chose d'autre. Fait que il y a du trade aussi à faire de ce côté-là. Là. Donc, je voulais juste amener cette spécification-là. Fait que c'est bon, fait qu'on est capable d'avoir des trucs de jeu pendant l'explication des termes. Fait que c'est très complémentaire. Puis justement, tu as dit un terme qu'on utilise souvent, puis je n'avais pas noté, quester. Quester, dans le fond, c'est le fait, le terme en français, c'est partir à l'aventure, si je ne me trompe pas. Fait que c'est simplement le fait de taper ton personnage pour faire des lore. Exactement, c'est quêter, quester, dites-le comme vous le voulez, mais c'est un terme qu'on utilise souvent. Swiss Round, ça veut dire les rondes qualificatives dans un tournoi afin d'accumuler des points ou du ranking pour se qualifier pour un top cut, c'est-à-dire la coupure, ou pour une deuxième journée dans un tournoi. Puis ceux qui performent bien en Suisse vont jouer contre les plus hauts classés dans le tournoi. Le top cut va dépendre, c'est-à-dire la coupure va dépendre du nombre de joueurs. Fait que souvent, des tournois à une vingtaine de joueurs, tu vas avoir un top cut à 8, à 32, 32 à 64. Des fois, ça va tomber à 12 ou à, pas à 12, mais à 16. Mais ça va dépendre vraiment du nombre. Chose spécifique du Swiss Round, en fait, c'est que c'est des rounds que vous êtes assuré de jouer aussi. Donc, si on parle de 9 rounds Swiss, que vous faites 0-9 ou 9-0, vous avez la possibilité de jouer vos 9 rounds sans nécessairement vous faire éliminer. Souvent, on va parler de Day 2 ou de Swiss Round, puis on tombe à Single Elimination. C'est que Single Elimination, c'est des brackets où est-ce que si tu perds ta game, ta journée est finie, versus Swiss Round, t'es assuré de jouer tes 9 rounds. Donc ça, c'est une chose qui est le fun, justement, des DLC, c'est que tu sais que t'as un Swiss Round de 9, puis Disney et Lorcana se sont améliorés aussi avec ça, où est-ce que, malgré le fait que tu joues des rounds, maintenant, tu peux avoir des tickets, justement, pour les price wall, malgré que tu joues des Swiss rounds. Donc ça, c'était une critique qu'il y avait à Atlanta, où est-ce que si tu ne droppais pas du tournoi pour aller faire des side events, ben tu n'avais pas de ticket pour justement des promos ou quoi que ce soit. Donc, ils se sont justement ajustés pour ça, pour éviter justement que les gens drop et que le tournoi se ramasse à 200-300 personnes versus le 1024. Ouais. Exact. C'est un bon point parce qu'on voit souvent dans des tournois, vous allez le voir dans les 7 championships et dans les autres tournois de genre qui s'en viennent, souvent le monde qui commence 0-2 vont dropper. Parce que nous autres, dans les tournois locaux, tu n'as pas de ticket, tu n'as pas quoi que ce soit. Tu commences 0-2, tu te dis, j'ai aucune chance de remonter, de faire la coupure. Donc, tant qu'à ça, je vais aller profiter de ma journée et je vais faire autre chose. C'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent. Prochain terme, taper une carte engagée. Je suis un des seuls qui utilise le terme engagé, je crois. Ça fait grincer les dents de bien du monde, mais c'est le bon terme. OK? Fait que taper, c'est simplement engager un personnage ou un item afin de faire une action, que ce soit pour l'envoyer à quester, que ce soit pour attaquer ou que ce soit pour chanter une chanson ou avec un item comme Fishbone Quill, on va souvent dire je vais taper mon Fishbone Quill pour effectuer l'effet d'ancrer une deuxième carte. TCG, c'est simplement, ça veut dire quand on dit un TCG, c'est un Trading Card Game. Ça se représente tous les jeux dans le genre Pokémon ou Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! En gros, c'est simplement la différence entre un CCG et un TCG. C'est que les TCG, tu achètes des boosters puis c'est des cartes aléatoires dedans. Les CCG, ça va être tu achètes des sets préfinis. Puis après ça, tu as toutes les cartes pour faire ce que tu veux. Donc, petite différence. Quand on parle de tempo, ça, c'est un terme qui est un peu plus complexe à expliquer. On va parler de l'avantage de la présence sur le board. Ça veut dire que tu veux être celui qui a le plus de personnages, tu as le plus de ressources investies dans le board pour garder l'avantage, c'est-à-dire que tu as le tempo. Certaines cartes, comme exemple, on parlait tantôt, un personnage qui va effectuer une action en même temps que tu mets en jeu va t'aider de garder un avantage de tempo, que ce soit le petit kit Cloud Kicker. Tu mets un personnage, tu en enlèves un. Oups, le tempo vient de changer vers ta faveur. Tu mets une Lady Tremaine, puis ton adversaire doit enlever un personnage. Tu as mis un personnage en jeu, il en a enlevé un. C'est une question de garder l'avantage, de garder le tempo
D'autres choses qui vont faire changer le tempo de côté, c'est si un tour, tu n'es pas capable de jouer. Tu n'es pas capable de suivre ta courbe, mais ton adversaire reprend le tempo. C'est un petit peu comme l'initiative. Le joueur qui a le tempo, c'est le joueur qui a l'initiative. Le joueur qui ne l'a pas doit réagir. Je pense que... Avez-vous quelque chose de plus à préciser, Peut-être un peu messieurs? de mon côté, parce que on parle de. Tu joues une carte, mettons, Kid Cloud Kicker, tu fais bouncer, tu reprends le tempo. Pas nécessairement, mais le tempo, dans le fond, c'est pas quelque chose que tu peux définir par le. Tu sais, oui, on parle du board, tu le vois sur le board, mais le tempo, c'est vraiment. Est-ce que tu sens que tu es l'agresseur ou que tu te défends? Si tu sens que tu te défends, c'est pas toi qui as le tempo. Si tu sens que c'est toi qui est, pardon l'anglicisme, là, mais into the face de ton adversaire, t'as clairement le tempo à ce moment-là. C'est exact. C'est toi qui as Exact. l'initiative, comme on peut Donc, dire. Là. Ouais. Puis une des grosses chiffres de tempo qui est très unique à l'Orcana, on en parlait avec Drew, c'est chanter. Chanter est un énorme swing de tempo parce que en fait, tu vas utiliser un des personnages que tu as déjà pour chanter une chanson gratuitement. Fait que tu ne payes pas ton encre. Fait que, admettons, tu chantes une chanson comme Be Prepared, puis là, tu web le board, puis tu as encore tes 7 encres pour jouer. C'est un énorme swing dans le tempo parce que là, j'ai 7 encres, tu n'as plus rien sur le board. Fait que c'est moi qui ai l'avantage de jouer avec toi. Fait que c'est pas seulement le contrôle en termes de présence sur le board, mais aussi c'est comme Billy dit, là, est-ce que c'est toi qui deviens l'agresseur? Puis c'est ça que beaucoup de personnes qui commencent à l'Orcana ou dans les TCG ont de la misère à savoir, c'est identifier si je suis l'agresseur ou je suis la personne qui doit se défendre. Parce que la différence, elle est énorme. Parce que ça me permet de dire, ben OK, tu es tellement en retard sur le lore que moi, j'ai même pas besoin d'attaquer dans tes bonhommes. Moi, je vais juste quester. Fait que moi, je vais juste quester parce que c'est moi qui est l'agresseur. Je veux courir jusqu'à 20. Puis toi, tu dois m'attaquer. Mais ce qu'on voit beaucoup comme erreur, des fois, où les gens qui ont peur, c'est qu'ils ont le contrôle, puis c'est sûr qu'ils vont gagner. Mais à place de quester, ils vont aller attaquer puis échanger on va dire un trade, là, vu qu'on est dans le mot. Ils vont trader leur bonhomme ou crasher leur bonhomme dans d'autres bonhommes. Fait que là, ben, ils viennent de perdre des personnages de leur bord qui leur donneraient l'avantage de quester. Fait que c'est un très bon, une très bonne connaissance à connaître, c'est ton tempo, mais aussi de savoir si tu es l'agresseur ou le gars qui doit se défendre. Le prochain thème, c'est top deck. Quand on dit qu'on est top deck, ça veut dire que tu n'as plus de cartes en main. C'est-à-dire qu'à chaque tour, tu dois jouer la carte qui est sur le dessus de ton deck. C'est souvent là que le terme brick va arriver aussi en même temps. Dans tes top deck, tu espères avoir de quoi de bon, puis tu dis ah non, ça me sert à rien one jump ahead en fin de game. Là. C'est on le des voit beaucoup en situations comme vert ça. gris aussi, top deck. Tu sais, un mirror match vert gris, là, ça va être top deck, puis là, ça va être la personne qui pogne la meilleure carte ce tour-là, quasiment qui va gagner la game, parce que souvent, tu as 5 encres, puis là, tu te sors un Diablo 1, tu sais que ça va rien servir, là, parce que tu vas le jouer, puis comme Drew, il exact. parlait Tu la regardes semaine la main dernière. vide de l'autre qui sert à rien, puis tu prends pas un contrôle sur le board non plus. Dernier terme que j'avais souligné, c'est trigger. Quand on parle ça va trigger ça. C'est une action qui en déclenche une autre. Par exemple, quand tu as Bucky en jeu et que tu joues un personnage de type Floodborn, ben, ça va déclencher, ça va trigger la défausse d'une carte. Fait que c'est ça un trigger. Puis le trigger est la responsabilité de la personne qui le joue. Donc faites attention avec les Store Championships qui s'en viennent. Le DLC, si vous êtes assez chanceux pour y aller, un trigger n'est pas quelque chose d'automatique. Donc il faut faire attention. Une des erreurs que je vois le plus souvent, c'est le monde qui joue Ursula. Ils vont faire comme. Ils vont chanter Let the Storm Rage On. Ils pigent 2 tout de suite. Puis ils disent je fais 4, je pige 2. C'est pas vraiment comme ça que ça marche quand vous jouez dans des gros tournois. Oui, en bout de ligne, c'est ça qui arrive, mais c'est que mon trigger, c'est que je vais faire la chanson, je vais faire Let the Storm Rage On, qui est 2 dommages, je pige une carte. Mon trigger, c'est que Ursula peut la rechanter, donc je fais un autre 2 dommages, puis je repige une deuxième carte. Donc c'est très important de suivre les triggers. Un des triggers les plus oubliés, c'est Diablo. Des fois, vous êtes stressé, vous jouez, vous avez Diablo, il est tapé, puis vous avez obligé de piger. C'est pas votre adversaire qui va vous dire de piger, c'est pas à son avantage du tout. Donc un trigger, il faut que vous respectez la cadence du trigger aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars, la chanson verte, j'ai oublié le nom, qui est aussi sortie dans le set de Ursula. C'est comme tu piges 2 cartes, une carte verte avec Moulin dessus. Tu piges 2 cartes, puis tu en jettes une. Fait que ça, c'était une chanson. Oui. Il y a beaucoup de monde qui faisait ça. Strike a good match. Strike a good match. T'avais beaucoup de monde qui faisait ça dans les débuts, des plus débutants. Ils pigeaient 4 cartes, ils en jetaient 2. C'est pas comme ça que ça marche. T'en piges 2, t'en jettes une.
t'en repiges 2, t'en jettes une. Donc, faut faire très attention. C'est parce que vous pouvez vous faire judge, vous pouvez vous faire disqualifier, des choses comme ça. Fait que juste, faut faire attention. Donc, trigger. Moi, Beast, je fais très attention. Je dis tout le temps, je pige une carte pour mon tour. Beast, trigger. Je pige ma deuxième carte. Je pige pas 2 cartes d'un coup. Fait que c'est comme, faut juste faire attention. Ouais, c'est un très bon point que tu apportes, Dan, parce que comme tu dis, que ce soit avec le Beast, que ce soit avec le LED de Storm Rageon, le meilleur exemple qui me vient en tête, comme tu dis, c'est que tu fais 2 dommages, tu piges une carte, parce que la deuxième carte que tu vas piger pourrait changer où tu vas faire les autres dommages. Mettons que ta deuxième carte, c'est un Baboom, c'est un autre LED de Storm Rageon, tu as un autre personnage qui pourrait la chanter, tu vas te dire, ah, ben mon deuxième 2 dommages, je vais le mettre ailleurs, vu que je sais que je vais pouvoir en faire d'autres, avec la deuxième carte que j'ai pigée trop vite. Fait que c'est important justement d'y aller une carte à la fois, c'est un très bon point. On va en parler aussi dans peut-être le prochain épisode là, des étiquettes on en a parlé dans le premier épisode des étiquettes de tournoi, mais là avec Toronto qui s'en vient, on va vraiment peut-être deep dive un peu plus en détail de comment approcher justement des playlines comme ça. C'est super important, puis le board state, tout ça. Je sais qu'on va avoir Patrick côté la semaine prochaine avec nous, là, un petit scoop. Mais on va parler de ça avec lui aussi parce qu'il a quand même bien performé aussi à Chicago, donc il va pouvoir nous en dire un petit peu plus aussi. Puis juste un dernier truc, Billy, je viens de m'en rappeler, excusez-moi, mais il y a une terminologie que 2 ou 3 personnes m'ont demandé depuis qu'on a commencé les podcasts. Ils disent, qu'est-ce que vous entendez par quand vous dites ligne de jeu? Donc, c'est un terme très français, mais qu'est-ce que ça veut dire en bout de ligne? Une ligne de jeu, admettons, c'est si, admettons, je joue Diablo tour 1, Diablo, pour ceux qui connaissent vert, Diablo tour 1, Bucky sur le tour 2 et en même temps, je shift mon Diablo en jetant une action pour le mettre. Ça, c'est une ligne de jeu très classique gris-vert. Ligne de jeu très classique gris-bleu, c'est tour 1, Popsicle. Tour 2, je vais jouer One Jump Ahead. Fait que là, je suis rendu à 3 angles. Puis sur mon 4e angle, soit je joue Iram si je sens que j'ai besoin de plus de cartes dans ma main, ou je peux jouer un Fishbone pour me monter à 5 quand l'autre il est au tour 3. Fait que des lignes de jeu, c'est qu'est-ce que le deck est supposé faire dans un monde parfait. Et bien sûr, quand vous vous adaptez, c'est comme jouer, quand on dit jouer une ligne de jeu différente, c'est que, OK, je reconnais que je ne peux pas jouer cette ligne de jeu-là. Fait qu'il faut que je sois créatif pour jouer une autre ligne de jeu. Comme moi, avec Gris-Vert, ben, le tour 2, si je sais qu'il y a un jump ahead, à la place de jouer Bucky, je vais jouer mon Ursula tour 2 pour lui faire jeter son jump ahead pour le ralentir. Donc, c'est ça qui va différencier de quand vous êtes capable de jouer un jeu, puis je ne vais pas trop spoiler ce que Billy va annoncer, en gros, mais c'est ça aussi qui trempe fort dans le deck building, c'est comment tu es capable d'attaquer une situation qui n'est pas favorable à la place de juste prendre une decklist qui a gagné un championnat, puis dire je vais la jouer parce que la personne qui le joue, elle a une expérience différente de la tienne aussi. Donc, c'est ça. Il y a quelques petits termes sur les cartes qu'on s'est fait demander aussi de préciser. Parce que la majorité des joueurs au Québec vont jouer avec les cartes en anglais, mais il y en a certains qui vont quand même jouer avec les cartes en français. Fait quand on parle de ward, ça veut dire c'est intouchable. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir ce personnage-là pour faire un effet. Evasive, insaisissable, ça veut dire que ce personnage-là peut être attaqué par un effet, mais doit être attaqué uniquement par un autre personnage qui est évasive ou insaisissable. Bodyguard, c'est rempart. C'est la carte protectrice. C'est que si tu veux attaquer un autre personnage, tu dois attaquer le personnage bodyguard en premier. Ça ne t'empêche pas, par contre, d'attaquer des locations. Important à savoir, c'est que si tu as un bodyguard sur le jeu puis tu as une location, ton adversaire peut quand même attaquer la location. Sans Même chose là, pour le bodyguard / rempart, ça ne protège pas contre les spells. Là. Fait qu'il faut faire attention, les chansons, les actions, tu peux passer par-dessus le bodyguard. C'est vraiment en termes d'attaque, si un personnage veut attaquer un autre personnage, le bodyguard doit être attaqué en premier, mais ça couvre pas contre tout. Là. Je sais qu'il y a il y a de la confusion des fois de ce côté-là, attends, j'ai un bodyguard, tu peux pas do let the storm rage on. Non, tu peux passer par-dessus le bodyguard là-dessus. Là. Si on dit support, c'est soutien. Ça, c'est l'action que quand tu vas aller partir à l'aventure, quester avec un personnage, tu peux donner sa force à un autre personnage pour que lui, après ça, il puisse attaquer.
Les autres termes sont tous aussi simples, je dirais. Je vous invite à tout simplement regarder la description en français et en anglais. Vous n'aurez pas de problème à les trouver. Quand on parle aussi de Floodborn, de Dreamborn, c'est les types sur les cartes. Donc, en dessous du nom du personnage, ça va être écrit, mettons, ce personnage-là va être, mettons, Floodborn, Princess. Hero, Ouais. Queen, mettons, exactement. Fait que ça, c'est tout simplement des classifications qui vont permettre d'activer certains triggers ou certaines synergies avec d'autres cartes. On va finir ça pour la section lexique parce qu'on a quand même passé beaucoup de temps là-dessus. Là, Billy, je te laisse décider. Est-ce que tu considères que ton deck building va être quand même assez long, puis tu aimerais ça Non, remettre ça à un autre épisode, je pense qu'on ou peut on rentrer rentre dedans. On dedans, va peut-être puis faire un 10 minutes. C'est pas super complexe, mais c'est quand même important qu'on en discute. Puis surtout avec les 7 championships qui s'en viennent, il y a peut-être des gens qui vont vouloir deck build. Donc, je voulais qu'on passe du temps à savoir comment qu'on deck build. Donc, qu'est-ce que ça veut dire deck builder? C'est de partir de zéro. Puis créer un deck. Donc, soit de 60 cartes. On ne conseille pas de monter en haut de 60 cartes, mais il y en a qui vont le faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire deck builder? C'est de trouver des synergies entre des cartes. Donc, une chose qui est importante de savoir, c'est l'évolution de la méta. Donc, avant de commencer à deck build, il faut comprendre, on le disait tantôt, où est la méta. Donc, qu'est-ce qu'on veut achieve avec notre deck? Est-ce que c'est un deck pour le plaisir? Est-ce que c'est un deck compétitif? Est-ce que c'est un deck budget? Il y a énormément de types de decks qu'on peut faire. Puis, le but de notre deck, c'est quoi? Faut aussi comprendre les synergies entre les cartes. Donc, il y en a qui sont très faciles à comprendre, il y en a d'autres qui sont un peu moins faciles à comprendre. Je donne un exemple. Du set 4 Ursula's Return, on a une Era dans le vert qui est dans le fond très simple. Elle dit la synergie de la carte, c'est que elle va donner une action ou un avantage à n'importe quelle carte du nom de Zeus ou Hercule. Donc, synergie, simple à comprendre ici, ça te prend des Zeus ou ça te prend des Hercules dans ton deck pour que cette carte-là fonctionne de façon efficace. Il y a d'autres synergies qui sont un petit peu moins faciles à comprendre. On va en donner un qui est super populaire, IRAM. IRAM Popsicle ou IRAM Fortisphere, rien n'est écrit sur la carte autre que le mot item qui va te permettre de comprendre que la synergie, c'est que quand tu joues un IRAM ou quand tu quests avec un IRAM, tu te débarrasses d'un item puis tu piges 2 cartes. Puis ça sera pas plus écrit sur le Popsicle ou sur le Fortisphere. Joue avec IRAM, tu vas gagner plus de cartes. Donc, c'est là que c'est important de comprendre comment on veut bâtir notre deck, avec quelle synergie, quel engin. On en parle souvent des engines. Tu as le engine IRAM, tu as le engine avec Diablo, tu as le engine avec Bucky. Bucky est un des engines en ce moment les plus complexes à contrer aussi. Là. On va se le dire parce qu'il est ward, donc tu peux pas attaquer nécessairement Bucky directement, tu peux pas target Bucky avec n'importe quoi. Donc le engine, c'est aussi lequel on veut utiliser. Par la suite, une chose qui est quand même complexe d'un deck building, c'est que de construire ton deck prend peut-être 5-10 minutes, 20-30 minutes, je sais pas. Mais le testing, fait qu'un coup que le deck est buildé, on passe des dizaines et des dizaines d'heures à tester le deck. Puis on parle pas juste de tester 4 games, 5 games. Faut tester contre n'importe quel type de deck. Donc autant des aggro, des mid-range, des tempos, puis plusieurs combinaisons de couleurs. Donc faut tester contre les decks méta, les decks moins méta, savoir comment s'adapter. Fait que ça dépend aussi de notre main qu'on va commencer. Donc, ton mulligan va être important. Comment tu mulligan ce deck-là. Puis, pour être honnête, je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes à l'extérieur qui font déjà ce travail-là. Donc, pour moi, il y a une certaine satisfaction de prendre des fois des listes en ligne sur Dreamborn, puis il n'y a rien de mal à ça, en fait. Même je sais que ça frustre plusieurs personnes de ne pas être la personne qui est arrivée avec le gros deck méta qui va tout rafler dans les tournois, versus prendre une decklist puis l'améliorer. Je pense que le deck building se restreint pas seulement à bâtir ton deck toi-même, mais à quel point est-ce que tu es capable de prendre une liste qui est déjà existante, parce qu'il y en a tellement de monde qui jouent à leur canon, qui justement font les tweaks, qui font énormément de deck building, vont tester des heures, des heures, des heures pour arriver peut-être au même résultat que toi tu vas avoir. Fait que, des fois je me dis à quel point c'est important de deck build ton deck à 100% versus prendre des decks qui t'intéressent, commencer avec une base,
Puis à ce moment-là, tu passes plus de temps à tweaker ton deck. Donc, tu sais, peut-être enlever une carte en particulier, puis en rajouter une autre, une tech card que tu vas peut-être aimer, toi, de ton côté, que les gens n'utilisent pas, mais toi, tu aimes jouer cette carte-là, puis tu sais comment l'utiliser, puis quand l'utiliser. Je vous donne un exemple. Il y avait énormément de deck builders au début du set de Ursula qui pensaient que le combo ultime de ce set-là, ça allait être le fou avec Super Goof puis Lumière. Aujourd'hui, on voit pas ce combo-là. Il y a personne qui joue. Ou le Jafar Whole New World. Exact. Là, que tout 7-3, c'était All New World Jafar, puis on pensait que ça allait briser tout le jeu. Donc, c'est pas nécessairement ça. Donc, deck building, c'est le fun. C'est une chose importante à comprendre comment ça se fait. Mais c'est pas nécessairement obligatoire de le faire pour performer à l'Arcana. Il y a énormément, puis on regarde d'autres podcasts, là, on connaît tous Moyen, qui est un excellent deck builder. Mais tu regardes aussi Brandon, qui performe énormément. Là, on parle des gars de Podcana. Les gars, Moyen va être souvent le gars qui va deck build. On le voit aussi sur Dreamborn. Souvent, son nom est associé à des decks qui sont créés. Là. Sisu on Ice, je pense que ça faisait partie des decks que lui a fait. Mais Brandon le reconnaît à 100% que lui, il prend des listes et il tweak. Parce que, justement, il n'y a pas ce skill-là. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas ce skill-là, c'est qu'il n'y a pas le temps de développer un deck pour l'amener compétitif. Fait qu'il préfère prendre ce temps-là pour tweaker un deck qui, lui, va fitter plus avec son style de jeu. Fait que je pense que c'est important de pas nécessairement se décourager parce que t'es pas la personne qui va créer le deck puis qui va pas être en mesure de comprendre tout derrière un deck, pourquoi cette carte-là est là, pourquoi cette carte-là est là. Je pense que l'important, c'est de jouer un deck qui fit avec vous, que vous aimez jouer à la base. Si t'aimes pas un deck puis que tu joues avec, ça sert à rien de jouer. C'est comme... Perso, moi, je suis un très bon deck tweaker. Je suis peut-être pas le meilleur deck builder, par exemple, mais j'ai beaucoup de monde qui vont m'écrire pour me dire, admettons, qu'est-ce que tu penses de ça ou est-ce que je devrais inclure ça? Tu sais, as plusieurs mentalités. Comme moi, je suis très ardu sur 60 cartes. Il y a du monde qui joue 61, 62, puis tout ça. Puis, tu sais, on n'embarquera pas. Il y a plein de podcasts qui parlent de mathématiques puis de probabilité là-dedans. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai un mindset, c'est que je ne veux pas que ma 61e carte, elle arrive quand j'ai vraiment besoin de, admettons, un Let the Storm Rage On, où j'ai besoin d'un Grab Your Sword, puis ma 61e carte, c'est genre un Diablo qui coûte 1, puis des affaires de même au moment que j'en ai plus besoin. Puis il y en a qui sont très ardus sur, ben, tu joues 4 à 3 exemplaires de tes meilleures cartes, puis tout le temps, jamais des one-of. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette mentalité-là. Moi, j'aime les one-of, les two-draw, parce qu'il y en a que ça feel très bien quand t'en piges un, mais que ça feel très bad quand t'en piges plus que deux. Tu sais, la meilleure description, c'est Avalanche quand tu joues pas contre Gris-Vert, là, c'est rough. Là, tu sais, comme Grab Your Sword, quand Gris-Vert joue contre Blue Steel, contre Red Blue, puis tout ça, tu vas rien tuer presque avec Grab Your Sword. Fait il y a le compte des cartes qui rentrent dans le tweaking que Billy dit, mais l'avantage aussi, puis ce qui fait que je suis un bon deck tweaker aussi, c'est comprendre le but. Puis Billy t'en parlait tantôt, là, c'est quoi le but de ton deck? Tu sais, il y a du monde souvent qui vont avoir trop peur de tous les decks, puis ils veulent se défendre contre tous les decks. Mais moi, ma mentalité, c'est qu'est-ce que tu es bon contre, puis accepte ce que tu n'es pas bon contre aussi pour, tu sais, tu ne gagneras pas tous tes matchs. Accepte ça, mais comprends toutes les lignes de jeu que tu es capable de jouer contre les decks que tu es le moins fort. Donc, ça ne sert à rien de dire, admettons, ben, dans mon gris-bleu, rouge-mauve, c'est fort, puis ils n'ont pas de façon de détruire des items. Fait que je vais mettre plus d'items. Mais contre gris-vert, j'ai besoin de location. Fait que là, je vais mettre le McDuck Manor parce que je ne veux pas qu'il rentre dedans. Fait que là, tu te retrouves à avoir plein de cartes pour essayer de te défendre contre plein de decks que tu n'affronteras peut-être même pas. Fait que joue ton deck, comprends le but de ton deck, puis joue ce game-là. Puis ça, c'est peut-être un des meilleurs conseils. Souvent, on va parler de win condition de ton deck. C'est ça, un win condition. C'est comment est-ce que ton deck t'amène à gagner. Fait que je pense que c'est important à comprendre puis de le tester. Ayez pas peur de tester des decks aussi qui sont pas méta pour comprendre les lignes de jeu puis les playstyles des autres decks. Parce que ça peut vous aider justement à devenir un meilleur deck builder ou un meilleur deck tweaker qu'on peut appeler. Là. Parce que ça vous permet de comprendre les win conditions puis les objectifs des autres decks. Quelque chose qui est bon quand tu vas tweaker ou construire un deck, c'est la probabilité que ta win condition elle arrive. Ça, c'est quelque chose, justement, là, il faut que dans le pire des cas, tu aies une bonne chance de gagner, puis dans le meilleur des cas, ça va augmenter tes chances. Un bon exemple, on en a parlé juste avant, on pensait que c'était brisé, c'était
Jaffard 7-3 avec le Whole New World, c'est un win condition. Tout à fait d'accord. Mais pour qu'il arrive, il faut que tu sois capable d'avoir ton Jaffard en jeu puis tu sois capable de chanter Whole New World. Les probabilités que ça arrive sont quand même assez minces. Fait qu'il faut être réaliste avec son win condition, c'est que tu as des bonnes chances de l'atteindre, puis si tu ne l'atteins pas, tu as quand même des plans B Exact. pour être capable de gagner la partie. Ouais, puis on va vous en parler au cours de d'autres épisodes qu'on prépare pour le Store Championship puis Toronto. Comment lire des lignes de jeu, comment vous pratiquer dans la vraie vie avec des amis qui sont aussi bons. Fait que ça, c'est des idées pour les prochains épisodes, mais on va rentrer tout en détail un peu plus sur ça. Excellent. On va conclure ça avec les 7 championships. On a des nouveaux magasins qui ont donné leur date, donc je vais passer rapidement au travers de ça. Donc, 6 juillet, Galerie du Jouet à Allemand, le Somerset Café à Plessisville, la Boîte Mystère à Laval, c'est un Win-a-Box Chapter 1. 7 juillet, La Reine des Dieux à Québec. 13 juillet, 3 Manas Saint-Hubert, toujours jeu à Laval, face à face à Montréal, Imaginaire Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Bruno et Laval. Le Alt F4 à Montréal, donc ça c'était pour le 13 juillet. Le 14, on a Centre du jeu Expédition à Montréal ou à Greenfield Park. C'est pas encore confirmé Greenfield Park, mais on va valider ça de notre côté. Tombe 2 à Saint-Jean le 14 juillet. Le 20 juillet, tu as le Secret des Corrigans à Montréal et la Piève Barbue à l'Écoto. Le gagnant remporte une caisse du 7-4, donc on parle de 4 booster box. 21 juillet, Boutique Awesome à Saint-Hubert, Game Time à Joliette, Geek & Co à Montréal. Le 27 juillet, Univers Fantastique à Belleuil. Le 28, Boutique Mythique à Québec et Rodolphe Québec, suivi de Carta Magica qui va closer les 7 championships selon moi. Un petit rappel, Circuit des Princesses, il reste 2 événements, donc le 29 juin au Griffon à Sherbrooke et le 30 juin, Tombe 2 à Saint-Jean. Je crois qu'il y a aussi 2 autres par la suite qui vont arriver, mais on les a pas notés cette semaine. Là. On va en parler quand ça va se rapprocher un petit peu plus. On annonçait ces deux-là Ouais, que c'est dans pas long. Moi, je vais être là au 30 juin au Tombe 2 à Saint-Jean pour représenter l'équipe. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez me dire excellent. un petit coup. Bon, sur ce, les gars, bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye. Ciao, guys. Bonne semaine. Bye.